Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Sensibilisation des jeunes sur leurs devoirs civiques et la promotion de la paix, c'est une initiative du mouvement Le Bénin en Marche qui a été lancée ce dimanche. Les pays du G5 Sahel se réunissent à partir de ce lundi à N'Djamena au Tchad. L'opération Barkhane est au cœur des échanges. Et puis en Birmanie, de nouvelles manifestations ont lieu ce jour. Les manifestants protestent contre la prise du pouvoir par les militaires. Bienvenue à toutes et à tous. Résurgence de la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a effectué en semaine écoulée une sortie médiatique pour faire le point de la situation sanitaire dans le pays. Il a profité pour rappeler les populations à l'observance des mesures barrières. Suivant ses propos au micro de Frédéric Espoir Mambou et Denis Marouya. Mesdames et messieurs, cela fait bientôt un an que notre pays est confronté à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34. Et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement, ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif, pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136
au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires, pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Et l'un des moyens pour se protéger contre ce virus est le port du masque qui se commercialise un peu partout, même aux abords des rues. Une équipe conduite par Carole Laillé s'est intéressée à cette forme de vente des masques de protection et surtout aux risques y afférents. Ce jeune que voici sorti sans son masque vient de s'en procurer auprès d'un vendeur ambulant. Après l'achat de son masque de fabrication artisanale, il a refusé de se prêter à nos questions. Mais comme ce dernier, nombre de Béninois se contentent des masques chirurgicaux ou non vendus à la sauvette aujourd'hui dans les rues et les feuilles tricolores, abandonnant ainsi ceux vendus à un prix subventionné par le gouvernement dans les officines de pharmacie à 200 francs CFA. Une activité qui, au lieu de protéger les citoyens, en vient à les exposer davantage à la contraction de la COVID-19, vu l'origine des masques et les conditions dans lesquelles ils sont réemballés. On paye ça à Tokpa. Le sachet aussi, là, on paye ça à Tokpa, mais c'est nous-mêmes qui payons le sachet, payons le cache-nez pour mettre ça dedans. On vient à la maison, on débouche ça et on met ça dans le sachet. Si les gens viennent, ils peuvent dire que quand on garde ça dans la main, là, ça ne protège pas de mettre ça dans le carton, qu'eux-mêmes peuvent prendre. Si ce jeune vendeur, à vouloir satisfaire même ses clients exigeants, en vient à doubler les risques de la propagation du coronavirus, cet autre dit pourtant prendre des mesures d'hygiène exigées avant le réemballage des masques qui coûtent aujourd'hui moins cher. Et pour la pharmacie, là, avant c'était à 5 000. Maintenant, c'est à 2 500. Si tu achètes ça à 2 500, tu vends ça à 100 francs, tu vas gagner 2 500. Mais si tu vends ça à 200 ou bien 300, tu peux gagner 4 000, 5 000 sur ça. Si on ouvre le carton là, on se lave les mains avant de mettre ça dans les sachets. Devenu donc l'apanage des populations pour se prévenir de la COVID-19, les masques artisanaux ou chirurgicaux commercialisés dans les rues sont des vecteurs de prolifération de la maladie. Une triste réalité reconnue par les acteurs de la santé. Ce sont des risques infectieux, c'est-à-dire c'est des masques qui sont disons, touchés par des particules, par des poussières. Des particules de poussière et de gaz, et là, ce n'est pas bien du tout. Il y a d'autres virus qui existaient déjà d'ailleurs et qui courent nos rues, les virus de la grippe et consorts, qui courent les rues et qu'on banalise tout le temps. Alors, ces virus sont là et s'ajoute maintenant le plus grave qui est le coronavirus. Et c'est des gens qui ne sont pas formés non plus
pour entretenir et pour protéger les masques qu'ils nous vendent. Du coup, ce n'est pas du tout de très bonnes habitudes et il va falloir qu'on décourage tout ça. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, le docteur Uriel Dassondo, médecin en santé publique, rappelle les bons réflexes aux citoyens et interpelle les autorités en charge de la santé. Il suffira de sensibiliser les populations pour leur dire que les risques encourus sont énormes, les risques sont là s'ils achètent les masques dans la rue. Et nous devons leur expliquer les différentes maladies qu'on peut avoir quand on continue d'acheter les masques dans les rues. Et de la même façon, nous pouvons aussi demander à nos autorités qui font déjà de gros efforts, nous pouvons leur demander de diminuer complètement le coût des masques à la pharmacie pour permettre à tout citoyen, quelle que soit sa bourse, de pouvoir s'en procurer. La pandémie de la Covid s'accroît au Bénin. À la date du 9 février 2021, on dénombre 4 625 cas confirmés, dont 3 781 guéris, 732 patients en cours de suivi et 66 cas graves, 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre total de pertes en vie humaine. Autre information dans cette édition, le mouvement Le Bénin en marche a lancé ce dimanche à la Maison du Peuple d'Agla la campagne Initiative 115%, une campagne dont le but est de sensibiliser les citoyens sur leurs devoirs civiques et à la promotion et la préservation de la paix. Suivez un extrait des propos du président du mouvement. C'est parce qu'au Bénin, nous avons fait le pari que désormais notre pays grandira de façon encore particulière, que nous mettons l'accent sur l'action citoyenne. Et il n'y a pas meilleure façon de démontrer ou d'exercer sa citoyenneté que d'aller accomplir son devoir de vote, que d'aller exercer son droit de vote. Parce qu'aller voter est non seulement un devoir, mais aussi un droit. Et des personnes se sont mobilisées. Des personnes ont même sacrifié leur vie. Des personnes ont sacrifié des intérêts, ont sacrifié leur famille pour que tous les Béninois qui en remplissent les conditions aient le droit de voter, aient le droit de choisir les personnes qui les représenteront au niveau local, au niveau national, ont désormais le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique, en examinant des projets de société, en faisant son choix sur des projets, en adhérant à des visions, en participant à la vulgarisation et à la promotion de ces visions-là, à travers les pré-campagnes, à travers les campagnes électorales. Et c'est cela la vitalité de notre démocratie. Tenir à la démocratie, être attaché à la paix dans le pays, c'est nécessairement et avant tout aller accomplir son devoir de citoyen en exerçant son droit de vote. L'actualité sur le continent, un sommet entre les pays du G5 Sahel et Emmanuel Macron débute aujourd'hui au Tchad. Une occasion pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Depuis un peu plus de 8 ans, l'armée française est engagée dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. 8 ans de résultats mitigés qui amènent les autorités françaises à se pencher sur la suite à donner à la stratégie militaire dans la région. 8 ans de présence et une instabilité toujours grandissante. De plus en plus critiquée, l'opération militaire française au Sahel n'a semble-t-il pas vocation à prendre fin dans un futur proche. Mais des ajustements pourraient avoir lieu, concède la ministre des Armées Florence Parly, qui continue de militer pour une solution politique. Dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. Notre présence n'est certainement pas éternelle. Les progrès politiques dont dépend la résolution définitive de la crise sont loin d'être allés au même rythme que les avancées militaires. Il n'y a pas de solution militaire sans solution politique.
Nous ne voulons pas que le Sahel devienne une sorte d'académie du terrorisme. Parfois remise en cause au sein même des pays concernés, l'intervention française devrait donc se poursuivre, et ce, malgré un bilan mitigé, à l'image de la dernière année écoulée. Si la France peut se targuer d'avoir neutralisé plusieurs cadres djihadistes, comme le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en juin dernier, elle constate dans le même temps de lourdes pertes civiles. En 2020, ils sont plus de 2000 à avoir perdu la vie dans les zones où le conflit fait rage. Depuis plusieurs semaines, l'armée française se retrouve également sous le coup d'une suspicion de bavure. Une frappe aérienne qui visait un groupe terroriste aurait été à l'origine de victimes civiles, selon des villageois maliens. Paris nie toute responsabilité, mais le doute subsiste. Pas de quoi arranger l'image déjà écornée de l'opération Barkhane. 10e anniversaire de la révolution en Libye, le pays autrefois prospère sous l'autorité de Mouammar Kadhafi a basculé dans un chaos quotidien. Il tente aujourd'hui de se reconstruire après la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais son économie reste dévastée. Il porte encore les stigmates de la révolution qui a bouleversé sa vie et son pays. Il y a 10 ans, Morsen a assisté à la chute de celui qui a dirigé la Libye pendant 40 ans. Alors que des milliers d'opposants défiaient l'armée de Mouammar Kadhafi dans de nombreuses villes, les civils ne sont pas épargnés. C'est notamment le cas de Morsen, pris pour cible par les forces de l'ancien guide libyen. Une mitrailleuse utilisée par les forces de Kadhafi m'a touché. J'ai été blessé avec 2 autres hommes. L'un a été blessé à la main, l'autre au pied, et ma blessure était à la colonne vertébrale. Soigné en Allemagne, Morsen est revenu en Libye en 2019. Il veut toujours croire dans un avenir meilleur alors que le pays tente de retrouver la stabilité. Depuis la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye s'est enlisée dans une guerre civile aux multiples ramifications. Groupes tribaux et djihadistes ont su profiter des faiblesses d'un pouvoir politique divisé entre 2 autorités. D'une part, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par l'ONU. Et d'autre part, l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar est basée à Tobrouk. Chaque camp bénéficiant de l'appui de pays aux intérêts divergents. Ces turbulences ont durablement affaibli l'économie d'un pays autrefois prospère, à commencer par la production pétrolière. Elle a chuté de 90% en moins de 10 ans. À cela s'ajoute une inflation galopante et des pénuries d'essence, d'électricité et de liquidités. Selon le ministère de l'économie du gouvernement d'Union nationale, les prix de la majorité des produits de première nécessité ont augmenté de plus de 50% en 2020. C'est une récession sans précédent. Sans stabilité, aucune réforme ne sera possible. Les investisseurs étrangers ne reviendront pas sans garantie de sécurité. Malgré ce marasme économique et l'insécurité, un motif d'espoir est apparu pour les Libyens. Un dialogue politique a permis de désigner un nouvel exécutif intérimaire. Abdelhamid Beiba sera chargé de conduire le gouvernement jusqu'aux prochaines élections fixées à la fin de l'année. Les régionales organisées ce dimanche en Catalogne ont permis aux indépendantistes de consolider leur majorité absolue au sein du Parlement régional. Le candidat du Premier ministre Pedro Sánchez arrive en tête mais sans marge de manœuvre pour sceller les alliances et prendre la présidence de la région. Des élections marquées par la pandémie plus de 3 ans après une sécession avortée avec Madrid. Des élections régionales placées sous le signe de mesures sanitaires strictes. Gants, visières, masques ou encore gel hydroalcoolique, tout a été pensé pour garantir au mieux la sécurité sanitaire. Les électeurs étaient priés de faire la queue dehors afin de permettre un vote au compte-gouttes et d'éviter un brassage des participants. Condition sine qua non pour un scrutin tout particulier. Il faut être ici de nombreuses heures et avec beaucoup de gens. Donc au début, ça fait un peu peur. Je me suis dit que je n'avais pas eu de chance, qu'on m'ait tiré au sort. Et puis après, j'ai vu les mesures de sécurité qui s'appliquaient. Et je trouve que c'est plutôt bien. Je pensais qu'il y aurait des gens un peu nerveux ou en colère. Et c'est vrai qu'il y a eu des papis et mamies un peu fatigués de faire la queue. Mais il n'y a eu aucun drame. Et les gens ont été très positifs. Tout est bien signalisé. On rentre par un côté, on sort de l'autre. Et il y a du gel hydroalcoolique, donc c'est parfait.
Si la matinée était réservée aux personnes âgées, la dernière heure du scrutin, elle, était principalement consacrée aux malades du Covid et cas contacts. Durant cette heure spéciale, les assesseurs désignés pour s'occuper du scrutin ont dû porter des combinaisons de protection et faire face à un premier désaccord pour les Catalans, le maintien du vote. Ça me semble totalement incohérent. Depuis des mois, on ne peut pas sortir et ni aller dans les bars. Et soudainement, une élection et hop, ça me semble très irresponsable. Mais bon, il faut faire avec et respecter ce choix. Quand tu montes dans le bus et qu'il y a des gens positifs, eh bien tu ne le sais pas non plus comme dans le métro. Donc il faut garder ses distances et puis c'est tout. Pour favoriser la distanciation sociale, la Catalogne a également ouvert tout au long de la journée une centaine de bureaux de vote supplémentaires dans des gymnases ou encore des marchés couverts. Des mesures qui semblent encore insuffisantes pour rassurer l'ensemble des électeurs. La participation de ce dimanche pourrait être la plus basse depuis les 15 dernières années. Et puis en Birmanie, de nouvelles manifestations ont lieu ce jour. Les manifestants protestent contre la prise du pouvoir par les militaires. Dimanche soir, des blindés ont été déployés dans les grandes villes du pays. Internet a été coupé et les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants. Les confrontations en Birmanie ne cessent de prendre de l'ampleur. Depuis plus d'une semaine, une partie de la population manifeste contre la prise de pouvoir par l'armée. À Rangoon, capitale économique, après l'utilisation de canons à eau, des chars ont été aperçus dans les rues de la ville. D'après une journaliste birmane, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants. Mais impossible de savoir à ce stade s'il s'agit de balles réelles ou en caoutchouc. L'armée est désormais déployée dans plusieurs villes du pays. Selon la presse locale, 5 journalistes ont été interpellés. Une coupure d'électricité dans la quasi-totalité du pays a également été évoquée par une ONG spécialisée dans la cybersécurité. Face à cette situation, les ambassades de Birmanie aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs États de l'Union européenne ont appelé l'armée à ne pas recourir à la force dans une déclaration commune. Des membres de la diaspora birmane ont également fait entendre leur voix. Nous n'avons eu que 5 ans de gouvernement démocratique au Myanmar. Et les militaires ont pris le pouvoir brutalement et ont emprisonné tout le gouvernement élu, y compris notre chef, Aung San Suu Kyi, et notre président, Win Myint. Cette contestation a pour seul mot d'ordre le retour des dirigeants en place avant la prise de pouvoir des militaires. Le général Min Aung Hlaing a de son côté publié une liste de 7 activistes particulièrement recherchés par l'armée, appelant la population à les dénoncer. Si vous trouvez des fugitifs mentionnés ci-dessus ou si vous avez des informations à leur sujet, signalez-vous au poste de police le plus proche. Ceux qui les hébergent seront confrontés à des actions conformément à la loi. Depuis le coup de force du 1er février, environ 400 responsables politiques, représentants de l'État, militants et acteurs de la société civile auraient été placés en détention. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.